Est-ce que le docteur Barlogis est arrivé de Marseille? Ah, il est là. Très bien. Alors, merci donc, docteur Barlogis. Donc, on passe maintenant donc, à nos retours d'enquête. Donc, le docteur Barlogis est hématopédiatre au CHU de la Timone à Marseille. Il a dirigé donc, un programme hospitalier de recherche clinique dédié à une enquête sur la qualité de vie des patients atteints d'un DIP. Cette enquête apparemment est close, donc vous allez nous en livrer donc, les premiers éléments. Merci. Merci de m'avoir invité. Donc, effectivement, je vais vous présenter les premiers résultats de cette enquête. Les premiers résultats de cette enquête nationale que nous avons menée sous l'égide du CEREDI, qui a consisté à étudier la qualité de vie des patients atteints de DIP, mais aussi leur état de santé. Avec un constat d'emblée, c'est qu'aujourd'hui, pour notre communauté de médecins et de patients atteints de déficit immunitaire, très peu de données sont disponibles sur l'état de santé de ces patients, aucune donnée, sauf dans quelques rapports scientifiques qui concernent essentiellement des patients greffés, et très peu de données en termes de qualité de vie, presque exclusivement des données qui concernent les patients substitués, probablement parce que la plupart de ces études étaient menées par les laboratoires qui fabriquent ces produits. Et donc, dans le cas du CEREDI, nous avons souhaité mener une étude à l'échelle nationale qui visait à étudier à la fois l'état de santé, mais aussi la qualité de vie des patients. Les patients éligibles pour cette étude, il a fallu restreindre la cohorte, puisque vous avez vu d'emblée qu'aujourd'hui, dans le CEREDI, 5000 patients identifiés atteints de déficit immunitaire. On a restreint les critères d'inclusion aux patients atteints de DIP inclus dans le registre, dont le diagnostic avait été fait pendant l'enfance, et qui, bien sûr, acceptaient de participer à cette étude. Soit une file active au moment de l'élaboration du projet de 1950 patients. Et pour réaliser cette étude, nous avons utilisé deux outils. Un questionnaire d'état de santé. Pour ceux d'entre vous qui l'ont rempli, vous n'avez sans doute pas oublié, puisqu'il y avait 600 questions qui portaient organe par organe, le poumon, le foie, le tube digestif, etc. Et un questionnaire de qualité de vie. L'aspect réglementaire de ce projet de recherche clinique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte de la lourdeur. D'abord, un projet soumis au ministère, une sélection du projet, et puis l'acceptation du projet par les autorités compétentes, le comité de protection des personnes, le CCTIRS, la CNIL. Et une fois obtenues toutes ces autorisations, le projet s'est déployé dans les 4 interrégions, d'abord le Sud en 2013, puis l'Île-de-France, le Grand Ouest et le Nord-Est. Donc, une fois les... Absolument, j'ai reçu 1000 cartes postales. Une fois les questionnaires remplis, les patients ont été considérés comme participants à la réception du questionnaire rempli à Marseille. Les inclusions sont closes depuis le mois de juin. Aujourd'hui, 1715 patients ont été interrogés, et vous voyez que 1012 participants ont renvoyé leur questionnaire, répartis en 657 enfants et 358 adultes. Et le travail que je vous présente aujourd'hui, c'est le travail que nous avons réalisé l'an dernier sur la population adulte, c'est-à-dire sur des patients adultes dont le DIP a été diagnostiqué pendant l'enfance. Cette étude a été réalisée l'automne dernier. À ce moment-là, 1561 patients avaient été interrogés et 329 adultes avaient participé. 3 choses. D'abord, un mot sur la transition, puis on va parler de l'état de santé des patients, et enfin de la qualité de vie. Les patients participants
leur répartition par type de DIP était celle du registre du CEREDI, c'est-à-dire 40% de patients atteints de déficit tumoral, de 21% de déficit du polynucléaire ou de la phagocytose, 11% de déficit combiné, une cohorte représentative de l'état de la cohorte du CEREDI actuel. L'âge de participation de ces adultes, l'âge moyen était de 27 ans, pour un âge au diagnostic qui avait été fait à l'âge de 6 ans. Autre particularité, 58 patients parmi ces adultes ont bénéficié d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Au cours des 12 derniers mois qui précèdent l'enquête, 90 patients, soit près d'un tiers, ont dû être hospitalisés pendant 48 heures. Parmi ces patients, 236 bénéficiaient d'un traitement substitutif, soit par immunoglobuline seule, soit par antibiotiques ou traitement antifongique, soit les deux. Et enfin, on souligne la qualité du suivi médical, puisque le médecin référent de 289 patients était un spécialiste immunologiste, soit pédiatre, soit interniste. Donc une population bien suivie. La transition de la pédiatrie vers l'adulte pour ces jeunes adultes qui ont participé à l'étude s'est plutôt bien passée. Vous voyez que chez 72% des patients, la transition s'est faite à l'âge de 18 ans. Pour les 38% de patients dont la transition était retardée, il s'agissait d'un souhait soit du patient, soit de la famille, pour plus de 50% des cas. Dans 16% des cas, c'est le médecin pédiatre qui a souhaité prolonger le suivi en pédiatrie. Et dans le reste des cas, c'était des situations personnelles, soit des études, soit familiales, qui justifiaient le retard à cette transition. Avez-vous bénéficié d'une consultation de transition commune avec le pédiatre et le médecin adulte? Non, dans 73% des cas, ce qui souligne les progrès que l'on a à faire de ce côté-là. Et par contre, le vécu par le patient de cette transition a-t-elle posé un problème pour lui? Non, dans 85% des cas. L'étude de l'état de santé. L'étude de l'état de santé de cette population a reposé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un questionnaire d'état de santé. On s'est inspiré des démarches américaines de questionnaires organe par organe, où on a d'emblée été confronté à une quantité invraisemblable d'informations qu'il a fallu classer. La première classification a été faite par le patient lui-même, qui a scoré la gravité de ces événements de santé en très sévère, sévère, peu sévère, sans conséquence, avec une échelle de 4 grades. Puis nous, secondairement, nous avons fait une vérification médicale avec un score médical qui a utilisé des critères reconnus internationalement pour grader les complications médicales des patients. Très peu de différence entre les deux scores. On a dû faire quelques corrections avec toujours le même souci de ne pas minorer l'état de santé du patient. C'est-à-dire qu'il est arrivé parfois qu'un patient sous-score sa complication. Par exemple, un cancer gradé à 2. Nous l'avons, la gradation médicale la met à 4 et nous avons gardé le score 4. Par contre, quand un patient rapporte un eczéma profus qu'il score à 3 ou 4, notre score médical le score à 2. Nous avons gardé le score élevé du patient. L'idée, le principe de ce score, c'est de ne pas minorer l'état de santé du patient d'une façon ou d'une autre. Les résultats, en termes de complications de haut grade, c'est-à-dire complications de grade 3 ou de grade 4, vous voyez que 42% des patients des adultes atteints de DIP ont présenté au moins une complication sévère, et que une complication très sévère, et que 87% des patients ont présenté au moins une complication sévère ou très sévère. Et puis une tendance à
à cumuler les complications, puisque seuls 25% des patients n'ont qu'une seule complication sévère ou très sévère. Alors, quel type de complications? Comme attendu, les complications les plus fréquentes sont des complications respiratoires, des complications ORL, des complications digestives, mais aussi des complications chirurgicales, puisque 50% des patients ont eu une chirurgie de grade 3 au cours de leur vie. L'impact ensuite sur la qualité de vie. L'étude de la qualité de vie, elle est codifiée grâce à des questionnaires validés en plusieurs langues que nous avons utilisés et qui ont évalué la qualité de vie de populations de patients sains sur des échelles par pays et aussi à l'échelle continentale. Nous avons utilisé un questionnaire qui s'appelle le SF36 pour lequel on dispose de cette validation nationale et internationale, on dispose de valeurs de référence dans la population française. Et vous voyez que ce questionnaire de 36 questions, il permet d'explorer la qualité de vie en 8 dimensions: la capacité physique, vie sociale, limitation due à l'état physique, limitation due à l'état émotionnel, santé mentale, vitalité, douleur physique, santé perçue. Et puis, avec un algorithme, on arrive à construire un score composite physique et un score composite psychique. Qu'en est-il de notre population de jeunes adultes ayant un DIP qui a été diagnostiqué pendant l'enfance? Eh bien, vous voyez que sur tous les domaines de la qualité de vie, ils scorent significativement, leur score est significativement plus faible que celui de la population générale saine, qui est un résultat qui était attendu, qui est conforme à ce qu'on observe dans d'autres pathologies chroniques de l'enfance, comme les arthrites chroniques, comme les patients atteints de diabète ou de mucoviscidose. On a voulu ensuite regarder si les différentes thérapeutiques impactaient sur la qualité de vie telle qu'elle était perçue par les patients. En premier lieu, la greffe. 58 adultes de cette cohorte ont été greffés. Et vous voyez que chez les patients qui ont bénéficié d'une greffe, leur score de qualité de vie est significativement meilleur par rapport à ceux qui n'ont pas bénéficié de greffe, en termes de santé perçue, de score composite physique, mais aussi en termes de vie sociale et de limitation due à l'état physique. Autre facteur qui aurait pu altérer la qualité de vie, le type de déficit immunitaire. Ce n'est pas le cas. Pas de différence selon le type de déficit immunitaire. Pas de déficit non plus selon la durée de la maladie. Intuitivement, on s'attendait à ce que les patients diagnostiqués très tôt, malades très tôt pendant leur enfance, à l'âge adulte, aient un impact sur leur qualité de vie plus sévère. Ce n'est pas le cas. En termes de prévention anti-infectieuse, même observation vis-à-vis des substitutions par immunoglobuline ou des antibioprophylaxies, pas d'impact délétère sur la qualité de vie des patients. Et enfin, on montre dans cette étude que ce qui impacte significativement, ce qui altère significativement la qualité de vie de nos patients, ce sont les patients qui ont été hospitalisés au cours de l'année écoulée et aussi la lourdeur de leur état de santé. C'est-à-dire que la qualité de vie des patients est d'autant plus altérée que dans leur histoire médicale, ils ont subi de nombreuses complications sévères de grade 3 ou 4. Quelles conclusions nous tirons de cette première partie de notre étude? C'est d'abord la première description à l'échelle d'une cohorte de patients atteints de tout type de déficit immunitaire, d'un état de santé qui est celui d'un groupe de malades qui ont souffert de complications médicales sévères ou très sévères. Ces complications impactent significativement sur leur qualité de vie.
Et ça souligne le fait que les adultes atteints de déficit immunitaire sont une population vulnérable qu'il convient de suivre médicalement de façon spécialisée et d'avoir recours le plus souvent à des équipes multidisciplinaires. Une fois de plus, ces observations sont les mêmes pour d'autres pathologies chroniques. Ce sont des études qui ont été faites, en réalité il y en a très peu, mais elles ont été réalisées chez des jeunes adultes atteints d'arthrite chronique, de diabète ou de mucoviscidose. Les perspectives de ce travail sont l'analyse des enfants et des parents, qui est un travail un peu plus compliqué parce que les questionnaires sont distincts selon les tranches d'âge des enfants et qu'il y a un questionnaire pour les parents. Nous allons aussi analyser les patients greffés et puis on réfléchit actuellement à faire un travail prospectif avec cette cohorte pour réévaluer dans 5 ou 10 ans l'évolution éventuelle de leur état de santé et de leur qualité de vie. Je vous remercie de votre attention. Merci.